Milo, bienvenue dans le podcast Hors Scène. Bonjour. Alors plutôt que de vous présenter moi-même directement, j'aimerais bien entendre vos mots à vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Je suis Milo Rao. Ici on dit quelquefois Milo Rao en France évidemment. En fait je suis directeur artistique d'un festival un peu de la même taille comme Avignon. Le pendant allemand, alors ça s'appelle le Festival de Vienne, Wiener Festwochen, que je dirige depuis 2 ans. Parallèlement, depuis une vingtaine d'années presque, je suis metteur en scène, réalisateur de pièces de théâtre, de films, j'écris des livres, etc. Alors je suis, voilà, c'est ce que je fais. Alors on va s'intéresser à votre art et à votre vision globale du métier. Là vous êtes à Avignon pour proposer 2 spectacles, La Lettre et le Procès Pélicaud. Ouais. Qu'est-ce que ces spectacles représentent pour vous dans votre carrière? La Lettre, c'est une sorte de commande. C'est une série qui existe ici à Avignon depuis quelques années, qui s'appelle La Pièce Commune. Et à un moment, j'ai commencé à le coproduire avec mon festival et on l'appelle Volksstück, alors pièce populaire de notre côté. L'idée, c'est qu'il y a un essai de créer un théâtre populaire, un théâtre commun d'aujourd'hui. Alors une petite scène, pas de technique, seulement 2 acteurs, pas beaucoup de répétitions, et on traverse tous les villages, alors les périphéries, et on essaie de faire une pièce, disons, inclusive, démocratique, qui peut être compris et peut être, consommé un peu par tout le monde. Alors des personnes théâtre, alors on a eu ici évidemment le public du festival, des critiques de théâtre, etc. Et de l'autre côté, il y a, quand tu vas dans le village pour regarder les lieux, il y a soirée paella, et puis soirée taureau piscine, et puis il y a soirée Milo Rao, et puis il y a soirée... Alors c'est dans cette logique qu'on joue. Alors c'est léger, mais j'espère quand même qu'on a réussi d'infuser dans cette légèreté quelques questions sur l'amour, la violence, le théâtre, la représentation qui m'intéresse profondément, et de les traduire dans une sorte de stand-up, dans une sorte de comédie. Alors c'est une toute petite pièce, mais qui est jouée beaucoup de fois. Et après, je fais une très grande pièce que je joue une fois, et qui n'est peut-être même pas une pièce, mais plutôt une sorte d'oratorio, où il y a 50 actrices, acteurs, activistes, etc. sur scène, qui lisent des fragments reconstitués ensemble avec la dramaturge Servan Dekle, du procès Pélicaud, des tribunes autour, des entrevues avec la famille, avec les violeurs, avec des scientifiques, des anthropologues, etc., pour comprendre, disons, l'univers Pélicaud dans lequel, en fait, on a dû comprendre que, je ne sais pas comment dire, que la banalité du viol dans notre société, qui semble tellement civilisée, et après on comprend que, par exemple, sur le site Coco, alors le site où ces gens se sont retrouvés pour violer Giuseppe Pellico. Dans le dernier mois, avant de fermer le site, il y a eu 1 million de personnes différentes qui ont visité ce site pour s'échanger sur ce sujet. Alors c'est une civilisation en parallèle à cette civilisation qu'on croit connaître et à la masculinité qu'on croit connaître. Et alors le procès nous a vraiment donné une sorte de déconstruction éthique de notre civilisation. Et je trouvais ça super important de le faire, et c'est un peu lié, parce que je savais que je vais venir avec La Lettre, et alors je me suis dit, c'est étrange de venir ici et rien faire sur Pélicaud. C'est comme, tu vois, quelquefois un silence devient un acte, ou devient comme une opinion de dire, il ne faut pas en parler, le moment n'est pas venu. Et ça serait absurde, parce que c'est Giuseppe Pellicaud qui a évidemment dit ici, à Avignon, il faut ouvrir les portes du tribunal, il faut transformer le tribunal au théâtre. Alors pourquoi le théâtre ne deviendrait pas lui-même tribunal après? Et ce qui était très beau, et qui m'a au début surpris, que tous les journalistes, la famille, les avocats, les scientifiques, tout le monde était prêt directement, sur première demande, de partager leurs matériaux avec nous, ce qui n'est pas normal, parce que c'est quand même le capital des journalistes, alors ils n'aiment pas trop communiquer leurs notes, quelquefois, et tout le monde l'a fait. Et alors, parce qu'ils voulaient prolonger le geste de Giuseppe Pellicaud, on le fait une fois, c'est 4 heures, on le transmet sur Internet dans quelques bars, dans des cinémas. Alors les places sont très limitées.
Et c'est une fois. Là, on parle de deux spectacles qui donc n'ont rien à voir. J'aimerais bien voir avec vous comment vous les travaillez en amont, le processus créatif pour vos spectacles. Comment vous travaillez? Moi, je prends toujours beaucoup de temps et je travaille dès le début avec ceux qui seront inclus. Par exemple, la lettre, il y a l'idée, après une première rencontre, on décide sur la distribution, sur les gens sur scène, Arne et Olga dans ce cas. Après, je les rencontre, on échange, on commence à comprendre ce qui pourrait être pour nous, pour ce groupe. Et pour le contexte de la pièce intéressant, on développe, on se rencontre une première fois, après il y a des mois de pause, on se rencontre encore une fois, on commence à répéter un peu, on écrit la chose, on répète encore. Alors j'essaie toujours de ne pas faire 8 semaines et puis la première, ce qu'on fait beaucoup malheureusement, mais pendant 2 ans, une semaine ici, 3 jours là, une semaine là, et à la fin quelques semaines, je sais pas, parce que je crois que l'intelligence collective travaille tout le temps. Et c'est pour ça qu'il faut avoir des espaces pour vraiment comprendre, pour que le matériel puisse travailler inconsciemment, d'une certaine façon. Alors, je crois un peu à l'intelligence de l'inconscient dans ça, et à l'intelligence collective. Et aussi dans le cas Pellico, c'était un peu plus technocrate, parce que on a déjà fait une fois à Vienne, et là c'était toute une nuit, 7 heures de lecture dans une église. Le 18 juin, ici on le fait le 18 juillet, et là on savait on a 3 mois pour préparer, et c'est immense, c'est un travail pour une vie. Alors j'ai regroupé un groupe de chercheurs, Servan Deck, un autre dramaturge, etc., qui ont vraiment commencé à travailler, parce que tu as des notes, alors un journaliste est allé aux toilettes, alors prendre les notes d'un autre pour finir l'interrogatoire, il faut fictionnaliser un peu parce qu'il y a quelque chose qui manque, mais etc. Alors, c'était beaucoup de travail. On aurait pu faire ça dans une vingtaine d'années, mais nous, on savait, c'est le 18 juin. Alors, on devait vraiment aller vite. Et ici, pour Avignon, on a retraduit tout. On a travaillé sur la langue, on a changé, parce qu'on a des 7 heures, on a fait 4 heures, ou 3h30, 4 heures, etc., quelque chose comme ça. Et c'est un autre contexte. Alors, on a inclus d'autres choses, on a sorti plein d'explications qui ne sont pas nécessaires ici. Il y aura ce que je fais beaucoup de fois aussi, il y a plein de personnes sur scène qui étaient dans le procès comme activistes, comme scientifiques, comme psychologues, comme les 2 dessinatrices, etc., des avocats, qui vont lire sur scène des textes, d'eux, mais aussi d'autres textes, et plein d'actrices. C'est peut-être 2 projets un peu extrêmes dans mon œuvre, parce que la plupart, c'est quelque part au milieu, avec une dizaine d'acteurs, disons, avec un sujet, avec vidéo, je travaille beaucoup avec la technique, et maintenant j'ai presque pas de technique dans les 2. J'ai presque pas de mise en scène dans les 2. J'ai presque pas je sais pas, ma façon je sais pas, de représenter, par exemple, la violence sur scène est dans Pellico très absent, parce que c'est un point de vue très sociologique, structurel. Et dans l'autre, c'est vraiment un stand-up. Il y a un tout petit peu de violence, mais très symbolique. Et alors, ça, c'est un peu, mais je trouve ça beau, hein. Je présente 2 choses qui sont complètement en dehors de mon travail normal. Alors, les gens disent, on aime bien la lettre, mais c'est quand même très léger et très petit. Et les gens vont dire, après Pellico, on a beaucoup aimé, mais c'est un peu lent, peut-être. Et voilà, on va voir. Pour vous, qu'est-ce que ça représente d'être metteur en scène? Quand j'étais très jeune, j'avais 19 ans, j'ai fait ma première assistanat. J'étais encore étudiant de sociologie, mais ma copine à cette époque-là était 2e assistante de Peter Zade, qui est un metteur en scène anglais, allemand extrêmement important, des années 70 jusqu'aux années 0. Et c'était sa dernière mise en scène, Mehr Courage de Brecht, qui est devenue, ou une de ses dernières, mais la dernière grande, qui est devenue depuis très mythique dans la germanophonie. Et je regardais comment il a travaillé, il a presque rien dit. Il était juste là, il a regardé, quelquefois il a fait peut-être une proposition, il a posé une question, quelque chose comme ça.
Et j'ai demandé, mais c'est quoi alors metteur en scène? Je te vois jamais travailler. Il a dit, moi je suis celui qui met un cadre pour que les autres puissent travailler. Je mets une concentration pour que les autres puissent travailler. Et j'ai compris. Et par exemple, chez moi, il y a dans les mises en scène, il y a une interdiction de discuter. On va vraiment essayer. On va pas trop parler. On peut parler beaucoup en dehors. Mais je veux vraiment que l'intelligence collective peut se développer. Il n'y a pas que tout le monde attend, mais est-ce que Milo aime ça ou est-ce que le dramaturge aime si j'entre dans cette petite porte ou cette petite porte. Il y a des metteurs en scène qui vont dire dis-le comme ça, fais-le comme ça, arrive comme ça. Ils vont même le jouer. Et moi, je trouve ça aide pas trop de savoir ce que l'autre va faire. Et évidemment, il va apporter plus que moi je peux apporter parce que je veux dire, chacun a un univers et de se faire développer ça dans un équilibre pour qu'à la fin, si toi ou moi, on va aller regarder, on va comprendre et on va être dans une, tu vois, je sais pas, une ligne d'énergie, une ligne dramaturgique et tout. Je crois que ça, c'est le travail. Alors, le matin, j'arrive toujours avec des nouvelles idées sur papier, etc. Ils vont travailler sur ça. Je regarde, et pendant la nuit et le matin, je prépare un peu, et c'est comme ça qu'on avance. J'aime beaucoup travailler avec des gens que je connais déjà, mais j'aime aussi travailler beaucoup avec des gens que je ne connais pas du tout. Par exemple, les 50 acteurs avec lesquels je vais travailler demain et après-demain, je les ai jamais rencontrés. Quelques-uns, oui, parce qu'on se croise. Et il y a une actrice avec laquelle j'ai déjà travaillé, mais pour le reste, c'est la première rencontre et peut-être la dernière. Et je trouve ça super beau dans le théâtre aussi qu'on a ce droit, comme metteur en scène, d'appeler les gens et on fait quelque chose ensemble et après on dit au revoir, mais c'est un projet qui nous unit. C'est ça qui m'a, je crois, attiré, l'absence de solitude, en fait, dans ce travail. Et créer un spectacle, c'est aussi donner un peu à voir une partie de soi d'une certaine manière. Comment vous vivez ce partage d'intimité avec d'autres, ce partage de vos réflexions qui sont données à voir dans un spectacle? Je sais pas, d'un côté c'est intéressant parce qu'en fait les spectacles sont une transformation de l'intime dans l'allégorique. Il y a des gens qui aiment pas l'intime et qui alors vont pas aimer mes spectacles. Mais en fait, ce qu'on raconte, c'est jamais l'intimité, c'est toujours une allégorie qui est basée sur une biographie qui est réelle, mais qui est transformée dans quelque chose qui devient universel, si tu veux. Et quelquefois, c'est là la responsabilité que, évidemment, plein de fois, des gens qui travaillent avec moi, ils vont dire, et je fais aussi d'autres spectacles où il y a toute une autre approche, mais dans ces spectacles, disons, intimistes, qu'ils comprennent qu'on va entrer dans le spectacle avec sa biographie, mais on devient un matériel allégorique. Alors peut-être on va juste parler de son père, ou juste de sa mère, ou juste de l'amour, ou juste de la violence, ou juste d'une petite partie de sa vie. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est collectif, mais c'est quand même chaque ligne à soi, mais collectivement, ça donne encore quelque chose d'autre. Alors il y a peut-être 5 personnes qui racontent leur histoire, et ensemble, ça devient une histoire de l'Europe. C'est comme ça qu'on a fait la trilogie d'Europe. Il y a 12 acteurs d'une dizaine de pays différents d'Europe qui racontent leurs histoires. Ça dure 6 heures. Et à la fin, tu as l'impression que tu as parcouru les dernières 70 années de ce continent, mais tu as juste... Quelqu'un a encore vécu la Deuxième Guerre mondiale, un deuxième a vécu 89, un troisième, le régime en Syrie, la révolution en Syrie, un quatrième, je sais pas, juste un acteur français qui n'a peut-être rien vécu, etc. Alors il y a cette construction et je crois que j'ai jamais cru à l'idée de l'individu, mais j'ai étudié la sociologie chez Bourdieu. Alors là, la théorie, tu es l'expression de force objective. Et évidemment, c'est transformé dans toi, mais tu es homme, tu es né dans un certain moment, d'un certain milieu, d'un certain caractère, d'une certaine sexualité, etc. Et tu vas réagir d'une façon, mais une disposition, il y a comme si des langues parlaient à travers nous. Et nous, on donne une couleur à cette langue, mais c'est pas notre langue.
Et je crois que c'est très important de comprendre ça sur différents niveaux dans la vie, mais dans l'art, c'est spécifiquement important parce que sinon, on va se perdre dans l'authentique et on va vraiment penser qu'on est unique, mais on n'est pas unique. On est unique, mais en même temps, on n'est pas du tout unique. Ça, c'est l'absurdité, non? Est-ce que, quand vous regardez votre carrière, vous voyez des tournants particuliers dans votre vision du théâtre? Est-ce qu'il y a des moments où vous êtes plus fiers que d'autres? J'ai toujours travaillé avec des trilogies, et toujours quand j'ai fini une trilogie, j'ai changé la forme. Et il y a plein de personnes qui se rappellent de moi quand je fais théâtre de narration, que je fais théâtre de reenactment, que je fais des classiques, que je fais, je sais pas, des comédies, ou que je fais des films. Et toujours après une trilogie, c'est fini, je fais autre chose. Et c'est un peu pour ça, parce que la première fois, on est dans l'expérimentation, la deuxième fois, on n'a pas vraiment, on peut vraiment disposer d'un genre, et la troisième fois, ça devient, on peut vraiment fulfill, mais ça devient un peu ennuyant. Et par exemple, quand j'ai fait la pièce commune, je me suis dit, ok, j'ai appris quelque chose, mais c'est pas encore parfait. Tu vois, le théâtre populaire, je dois le faire encore une fois, et je le savoir. Et après, il y aura des gens qui vont dire, même Milo, c'est le type qui fait toujours le théâtre léger avec des acteurs, tu vois. Et c'est comme ça que j'échappe un peu à ma propre caricature. Mais évidemment, ça ne marche pas, on est quand même dans une sorte de répétition. Et la deuxième chose qui m'a beaucoup aidé, parce que je me suis toujours dit, moi je suis le seul qui n'est pas professionnel, qui a toujours peur, qui est en train de chercher. Et après, quand je suis devenu directeur artistique d'une maison en Belgique, et j'ai vu vraiment les vieux maîtres, les vieux maîtresses, ou les vieux, je ne sais pas comment je dis, maîtres travailler. Et ils étaient hystériques, ils ont paniqué et ils se comportaient comme des enfants qui n'avaient aucune idée, comme c'était la première mise en scène. J'étais très relaxed. En fait. Je me suis dit, ah oui, ça reste comme ça, donc je ne suis pas le seul. Je crois que c'est bien de peut-être une petite idée que je suis sur le caractère, parce qu'on commence toujours avec les périphéries, on est contre les institutions, on est dans le off. Et le plus qu'on agit, évidemment, le plus on entre dans le centre, mais on va apporter l'esprit du off dans le centre, mais c'est aussi important qu'on essaie d'aller au centre. Par exemple, Thiago et moi, évidemment, on a commencé avec une conception de théâtre qui était contre des grands festivals, c'est presque absurde qu'on se retrouve comme des vieux amis et on est directeur des plus grands festivals de l'Europe et on se dit, mais comment ça s'est passé? Et je crois que c'est bien, hein? La vie est courte en fait. Et là, j'ai compris que c'était toujours comme ça. Et les grands directeurs que je connaissais et les directrices, ils étaient toujours juste des personnes qui, par un hasard absurde, sont arrivées là. Et voilà, d'accepter un peu ce destin je sais pas, de peut-être quelquefois, on se transforme et on commence à défendre quelque chose qu'on a attaqué. Ou on attaque quelque chose qu'on voulait totalement, je sais pas, laisser grandir. Et on essaie ça. Et on n'aura jamais tout le monde qui va aimer ou comprendre ou trouver ça intéressant. Alors il faut se contenter de cette situation. J'ai eu une expérience qui m'a beaucoup aidé. J'avais fait une pièce que j'ai fait à Avignon, ou que j'ai montée à Avignon, qui s'appelle Antigone en Amazonie. Je l'avais commencé en 2019, avant Covid. J'ai interrompu pendant Covid, mais c'était déjà annoncé dans plusieurs endroits. Mais Covid l'a interrompu et c'était déjà annoncé dans une dizaine de théâtres. Et j'ai repris 2 années plus tard et je suis sorti en 2024. Et quand les gens m'ont demandé, ils travaillent sur quoi, j'ai dit, je travaille sur Antigone en Amazonie, ça va sortir. Ils ont dit, non, c'est déjà sorti. Il y a eu même des personnes qui pensent qu'ils l'avaient vu. Alors je crois, tout le monde se fout du travail qu'on fait. Et c'est bien de savoir que ça, en fait, c'est important pour nous et pour quelques personnes, mais pour le public, en fait. Oui, c'est comme ça. Et dernière question, qu'est-ce que vous pensez que sera votre théâtre dans le futur? Vers quoi vous aimeriez aller? Qu'est-ce que vous avez jamais essayé que vous aimeriez faire?
Je dois avouer que j'ai travaillé tellement sur la langue dans les dernières productions et aussi dans Téléco où j'ai écrit pendant des mois que j'ai tellement envie de faire des pièces sans parole. Vraiment, aucune parole. C'est la seule chose que j'ai déjà communiqué avec des compositeurs pour la musique parce que je vais plus avoir des paroles pour au minimum une demi-année. Eh ben, c'est un bon projet. Oui. Bah, merci beaucoup. Merci à vous.